Numéro 1. Les maisons flexibles sur l'eau. Les maisons de Manaus ne sont pas fixées sur un sol stable. Elles semblent flotter sur l'eau, s'élevant ou s'abaissant en fonction des fluctuations du fleuve. Vivre ici ressemble à une expérience de ascenseur naturel, où l'on peut dormir le soir dans une maison presque au niveau du fond du fleuve, mais après une forte pluie, on se retrouve le lendemain matin à la hauteur des cimes des arbres. Cela peut sembler intéressant, mais pour les milliers d'habitants de Manaus, c'est un mode de vie totalement différent de toutes les normes architecturales habituelles. Les fondations des maisons ne sont pas en béton ou en pierre, mais en énormes troncs de bois assacu, empilés densément en dessous. Ce type de bois provient de la forêt amazonienne et est très léger grâce à sa structure contenant de nombreuses poches d'air naturel, semblables à un matériau biologique spongieux. De plus, l'assacu a une excellente résistance à l'eau, pouvant flotter de manière durable pendant 20 à 30 ans sans se décomposer. Ainsi, les habitants le considèrent comme un patrimoine familial, car un système de bois assacu suffisamment solide peut soutenir une maison à 2 étages avec des dizaines de personnes tout en restant stable à la surface de l'eau. Pour éviter que les maisons ne soient emportées par le courant, chacune d'elles est fixée par de grands câbles en acier attachés aux racines des grands arbres le long du fleuve. Ce système d'ancrage est conçu de manière flexible, permettant à la maison de se déplacer avec les variations du niveau de l'eau sans compromettre sa structure. Dans cette communauté, le déplacement ne nécessite parfois pas de démontage ou d'emballage, mais peut se faire en tirant la maison vers un autre emplacement, créant ainsi des déménagements, particulièrement rares ailleurs. Bien que vivant dans un environnement aquatique, les conditions de température ne sont pas du tout agréables. La plupart des toits sont recouverts de tôles en zinc bon marché. Sous le soleil équatorial brûlant, ces tôles absorbent rapidement la chaleur et deviennent des surfaces qui dégagent de la chaleur vers l'espace en dessous. À midi, la température à l'intérieur peut atteindre environ 50 degrés Celsius, transformant l'espace de vie en un environnement étouffant comme un four. Les habitants doivent souvent trouver des moyens de se rafraîchir en versant de l'eau directement sur le toit ou en se baignant dans le fleuve pour refroidir leur corps, même si l'eau en dessous n'est pas toujours propre. Pour améliorer quelque peu la chaleur étouffante, les planchers sont souvent conçus de manière aérée. On laisse intentionnellement de grands espaces entre les planches de bois, permettant à l'air frais du fleuve de s'élever et d'aider à réduire la chaleur naturelle dans l'espace de vie. Cependant, ce design présente également un inconvénient évident. Les espaces deviennent des conduits directs pour tout type de déchets domestiques. Des épluchures alimentaires, des restes jusqu'aux déchets quotidiens peuvent tomber directement dans le fleuve en dessous. Numéro 2. Entouré d'eau, mais toujours assoiffé. La structure des planchers, avec ses interstices menant directement à l'eau, a créé un cercle vicieux plein de paradoxes. La rivière est à la fois un lieu où les habitants se baignent et mènent leurs activités quotidiennes, tout en devenant en même temps le principal réceptacle des déchets de toute la communauté. Dans ce contexte, l'eau potable est devenue un luxe hors de portée pour de nombreuses familles. Celles qui se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles n'ont d'autre choix que de filtrer l'eau à travers quelques couches de tissu ou de sable de manière sommaire, voire de puiser directement de l'eau de la rivière Negro pour s'hydrater. Beaucoup se rassurent en pensant que l'acidité naturelle de la rivière peut détruire les bactéries nuisibles. Cependant, cela ne signifie pas que cette source d'eau est sûre, car des parasites et d'autres impuretés nocives persistent. En conséquence, les enfants des villages flottants souffrent fréquemment de maladies cutanées, d'eczéma ou d'infections parasitaires en raison de l'utilisation prolongée d'une eau non potable. D'ici 2026, l'accès à l'eau potable devient encore plus difficile avec l'augmentation des prix de l'eau en bouteille, atteignant des niveaux très élevés. Un bidon d'eau transporté depuis le continent vers les villages flottants coûte environ 3 fois plus cher que la normale, oscillant entre 15 et 20 dollars américains. La principale raison réside dans le coût du transport en bateau à moteur, qui consomme beaucoup de carburant. C'est pourquoi l'eau de pluie est considérée comme la ressource la plus précieuse que les habitants peuvent collecter eux-mêmes. Pratiquement chaque maison est équipée d'un système de gouttières pour diriger l'eau du toit vers de grands réservoirs en plastique placés devant la maison. Ces réservoirs sont soigneusement préservés, car ils contiennent l'eau pure rare qui leur permet de cuisiner, de vivre ou de se laver sans trop s'inquiéter des problèmes de santé. La pénurie prolongée d'eau potable a également fait des maladies, comme le choléra ou les infections parasitaires cutanées, une préoccupation constante pour les résidents de cette région. Un autre phénomène particulier a émergé de ce besoin urgent, le commerce illégal d'eau sur la rivière. Le prix de l'eau légale, transportée depuis Manaus étant trop élevé, cela a permis à des vendeurs ambulants d'utiliser des bateaux rapides pour distribuer de l'eau d'origine douteuse à travers les villages flottants. Leurs prix sont généralement environ la moitié de ceux de l'eau officielle.
Les habitants comprennent que la plupart de cette eau peut provenir de robinets publics ou n'avoir subi qu'un traitement sommaire. Mais face à la pression des dépenses quotidiennes, beaucoup se voient contraints d'accepter d'acheter et d'utiliser cette eau. Numéro 3. Les femmes, piliers de l'économie émergente. Dans les villages flottants de Manaus, le porche de la maison n'est pas seulement un espace de vie, mais aussi un lieu de génération de revenus pour toute la famille. Le déplacement vers l'intérieur des terres est à la fois chronophage et coûteux, ce qui pousse de nombreuses femmes à ouvrir de petites boutiques directement sur leur maison flottante. Des épiceries, des restaurants, des salons de coiffure aux vendeurs d'artisanat, tout peut être trouvé sur ces plateformes flottantes au milieu des eaux. Chaque bénéfice, bien que modeste, apporte un revenu stable pour subvenir aux besoins quotidiens, surtout durant les périodes difficiles de la pêche, lorsque les hommes rentrent souvent les mains vides après plusieurs jours en mer. Le travail des femmes ici est également lié à la pression du temps et aux conditions climatiques extrêmes. Chaque fois qu'un bateau de pêche accoste, elles doivent rapidement se mettre à nettoyer, préparer et conserver les produits dans les plus brefs délais. La raison est simple. Sous des températures pouvant atteindre près de 40 degrés Celsius en Amazonie, le poisson frais se détériore rapidement et commence à sentir mauvais après quelques heures s'il n'est pas traité à temps. Ainsi, beaucoup d'entre elles passent des heures à travailler sous la chaleur accablante, utilisant des couteaux et des planches à découper pour transformer les prises récentes en produits prêts à être commercialisés. Mais ce n'est pas tout, elles s'occupent également de la préparation des baies d'açaï, une spécialité célèbre de la région amazonienne. Les grappes de fruits fraîchement récoltées sont nettoyées et transformées en smoothie ou en poudre, avant d'être envoyées en ville, où elles atteignent une valeur bien supérieure à celle des matières premières. Ce processus contribue à réduire le gaspillage alimentaire provenant de la forêt tropicale, tout en augmentant considérablement la valeur économique de chaque produit avant qu'il n'atteigne le consommateur. Lorsque les hommes partent pêcher loin ou quittent le village pour chercher du travail, presque toutes les responsabilités familiales reposent sur les femmes. Elles s'occupent des enfants, préparent les repas, gèrent les dépenses et veillent à la sécurité de la maison flottante. L'image d'une femme portant son enfant tout en négociant le prix de l'eau potable auprès des vendeurs ambulants, tout en vérifiant le système de câbles qui maintient la maison en place avant l'arrivée d'une tempête, est une scène courante ici. Peu de gens savent que les femmes des villages flottants jouent également un rôle de système financier et de soutien communautaire informel. Dans un contexte où les habitants vivent isolés et n'ont presque pas accès aux services bancaires, elles organisent des fonds de solidarité appelés Poupansinha pour aider les familles en difficulté, par exemple celles dont la maison a perdu son ancre, ou qui ont un membre malade nécessitant des frais médicaux. De plus, elles sont très au fait des fluctuations des prix sur le marché, que ce soit pour le carburant, l'eau potable ou le poisson, ce qui leur permet de négocier efficacement avec les commerçants et de protéger les intérêts économiques de leur famille. Numéro 4. Éducation et spiritualité, des ancres au milieu du courant. Les matins dans le village flottant commencent souvent par l'image d'enfants en uniforme soigné, pagayant eux-mêmes dans de petites barques pour se rendre à l'école au milieu des eaux. Pour maintenir l'éducation, les enseignants doivent parcourir des dizaines de kilomètres sur le fleuve, bravant les pluies tropicales soudaines ou la chaleur intense caractéristique de l'Amazonie, juste pour transmettre des connaissances à leurs élèves. Pour eux, chaque cours n'est pas simplement une transmission de savoir, mais aussi une occasion d'aider la jeunesse à acquérir les compétences nécessaires pour changer leur avenir et sortir de la vie précaire du village flottant. L'école revêt donc une signification bien plus grande qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est également l'un des rares endroits équipés de grands réservoirs d'eau de pluie et de systèmes de filtration rudimentaires. Pendant les périodes de sécheresse, lorsque l'eau du fleuve devient gravement polluée, l'école devient une source essentielle d'eau potable pour des centaines de foyers de la région. Le contenu éducatif ici est également très différent de celui d'autres endroits. En plus des mathématiques et des langues, les enfants apprennent à observer le courant du fleuve, à identifier les espèces de poissons venimeux et à pratiquer les premiers secours en cas d'accident, dus à des morsures de serpents lors des cours en plein air. Ces connaissances sont si directement liées à la vie quotidienne qu'elles sont considérées comme une partie intégrante du processus de maturation. La vie spirituelle de la communauté ici est également plus riche que beaucoup ne l'imaginent. Sur le fleuve, des églises catholiques flottantes, avec une architecture familière apparaissent, où les cloches résonnent dans toute la région chaque dimanche matin. Lorsque la nuit tombe, le silence de la forêt amazonienne est remplacé par les chants sacrés émanant des réunions des congrégations évangéliques organisées sur les passerelles en bois le long du fleuve. Peu de gens savent que l'école et l'église remplissent également une fonction vitale pour les villages flottants. En raison de l'absence de système d'alerte publique ou de réseau d'avertissement spécialisé,
le clocher de l'église et le mât de l'école sont utilisés comme des repères importants sur le fleuve. Chaque fois que le niveau de l'eau monte de manière anormale ou qu'un désastre naturel menace, les enseignants et les pasteurs sont souvent les premiers à donner le signal d'alerte pour que les habitants de la région puissent se préparer et réagir à temps. Numéro 5. La lutte pour la survie dans le domaine de la santé. Si vous rencontrez un problème de santé grave au milieu de la nuit dans les villages flottants de Manaus, vos chances d'être secouru dépendent parfois de la capacité d'un voisin à démarrer son bateau à moteur. Dans ces communautés isolées sur l'eau, les ambulances et les établissements de santé permanents sont presque inexistants. Lorsque quelqu'un fait soudainement une crise cardiaque ou qu'une femme enceinte se retrouve dans une situation d'accouchement dangereux, le seul signal de détresse est souvent le cri désespéré d'un proche. À partir de ce moment-là, la vie du patient dépend de la capacité du voisin à entendre et de la rapidité avec laquelle le bateau à moteur le plus proche peut partir. Le trajet vers l'hôpital à Manaus la nuit est également plein de risques. Dans l'obscurité dense de la forêt amazonienne, le conducteur du bateau doit naviguer à travers des voies d'eau étroites, éviter les troncs d'arbres flottants et les bancs de sable difficiles à repérer. De nombreuses tragédies se sont produites lorsque les patients n'ont pas pu attendre d'arriver à destination. Certains sont décédés sur le bateau en raison de la faible hauteur d'eau pendant la saison sèche, rendant le véhicule échoué, tandis que d'autres ont rencontré des problèmes de moteur au moment le plus critique. Cette pénurie oblige les habitants à se doter de compétences médicales de base pour faire face aux urgences. Ils apprennent à administrer des injections, à traiter des blessures graves et à utiliser diverses plantes médicinales de la forêt pour survivre en attendant une aide professionnelle. Tout cela se déroule dans un contexte où des équipes de médecins bénévoles ne visitent cette région que quelques fois par an. De cette situation difficile est née une règle non écrite au sein de la communauté. Ceux qui possèdent un bateau à moteur suffisamment puissant deviennent presque automatiquement les transporteurs d'urgence pour tout le quartier. Dès qu'ils entendent un cri de détresse, ils sont prêts à interrompre leur travail, à quitter la table ou à se lever au milieu de la nuit pour amener le malade en ville. L'isolement prolongé a également engendré un réflexe très particulier dans la vie quotidienne. Les habitants de cette région connaissent presque par cœur le son du moteur de chaque bateau du village et peuvent les reconnaître de très loin. Un bruit de moteur anormal au milieu de la nuit ou un cri de détresse résonnant sur la rivière suffit à rassembler immédiatement toute la communauté pour apporter de l'aide sans qu'aucun appel officiel ne soit nécessaire. Numéro 6. Réseau électrique fait maison. Dans les villages flottants autour de Manaus, ce qui préoccupe le plus les habitants n'est pas le fleuve ni la faune sauvage, mais le réseau de fils électriques enchevêtrés suspendus au-dessus de leur tête. N'étant pas connectés officiellement au réseau électrique de la ville, les habitants doivent trouver eux-mêmes des moyens d'apporter l'électricité à leur maison. Ils utilisent un réseau appelé Gatos, qui signifie chats en portugais. Ce sont des milliers de fils électriques tirés illégalement des poteaux électriques de Manaus, traversant le fleuve pour alimenter les quartiers flottants. Ce nom provient de leur mode de fonctionnement, où les fils s'entrelacent à travers des piquets en bois, serpentant partout et formant un labyrinthe de câbles au-dessus de l'eau. Le problème réside dans le fait que la plupart de ce système est installé avec des fils usés, bricolés à la main et sans protection adéquate pour l'environnement aquatique. Au milieu d'un village principalement construit en bois, entouré d'eau de tous côtés, des faisceaux de fils électriques dénudés sont présents au-dessus des têtes des habitants chaque jour. Il suffit d'un fort coup de vent pour que les fils se rompent ou touchent la surface de l'eau et le risque d'incendie peut surgir en plein cœur du fleuve. Plus dangereux encore, les pompiers sont presque incapables d'intervenir rapidement lorsque le feu éclate au milieu de ces quartiers flottants isolés. Un autre danger, moins souvent remarqué, est le phénomène de fuite électrique provenant des appareils ménagers dans des conditions d'humidité toujours élevées. Le climat équatorial fait que la vapeur d'eau s'élève constamment de la surface du fleuve, rendant les murs, les sols et les surfaces à l'intérieur des maisons presque toujours humides. Cela rend le système Gatos, déjà peu sûr, encore plus susceptible de provoquer des fuites électriques à travers les parois en bois ou le sol. Ironiquement, ce réseau électrique défectueux crée parfois une couche de protection involontaire pour les maisons flottantes. Pendant la saison des crues, lorsque le niveau de l'eau s'approche du sol des maisons, l'électricité perdue des lignes peut se répandre dans l'eau environnante. Cela transforme accidentellement la zone près des maisons en un endroit que les caïmans noirs ou les énormes serpents constricteurs évitent généralement. Cependant, cet avantage s'accompagne d'un coût très élevé, car les habitants du village, en particulier les enfants, peuvent également devenir victimes d'accidents électriques. L'approvisionnement électrique ici reflète également l'écart de conditions de vie entre les ménages. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de payer les frais de raccordement ou d'acheter un générateur
doivent souvent vivre dans l'obscurité totale après le coucher du soleil. Pour eux, la nuit n'est pas seulement une source d'inconvénients, mais aussi une préoccupation constante. Numéro 7. L'esprit de communauté de survie. Dans un environnement où tout peut être emporté par le courant ou disparaître soudainement, les habitants du village flottant ont formé un réseau de solidarité solide pour survivre ensemble. Lorsque qu'une maison commence à montrer des signes de naufrage à cause de la dégradation du bois flottant en dessous ou d'une fuite dans le flotteur, les voisins n'hésitent pas à apporter du bois, des flotteurs, et à participer aux réparations sans attendre que le propriétaire demande de l'aide. Pour eux, ce n'est pas simplement un acte d'assistance, mais un moyen de protéger la sécurité de toute la communauté, car une maison qui coule peut affecter le système d'ancrage de nombreuses autres maisons dans la région. Cet esprit de soutien ne se limite pas au village, mais se manifeste également sur les vastes rivières de l'Amazonie. Si le moteur d'une pirogue tombe en panne au milieu du courant, il est très rare que la personne en détresse soit laissée à elle-même. En général, une autre pirogue s'arrête pour aider, prêtant des outils ou des pièces nécessaires à la réparation. Dans de nombreux cas, ils n'hésitent pas à attacher la pirogue en panne et à la ramener au village si le problème est trop grave pour être résolu sur l'eau. Pour préserver leur environnement de vie commun, les habitants organisent régulièrement des journées de travail communautaire appelées Mutiro. Pendant ces journées, tout le monde se regroupe pour ramasser les déchets, tirer les troncs d'arbres pourris flottant hors de la zone résidentielle et nettoyer les voies d'eau autour du village. Certaines communautés vont même jusqu'à construire des entrepôts de matériaux recyclables flottant sur l'eau pour collecter et trier les déchets. Cette cohésion est également maintenue par un système d'alerte très simple mais particulièrement efficace. En cas d'urgence, comme un incendie ou un vol, les habitants frappent continuellement des morceaux de bois contre des fûts vides. Le son émis par ces fûts métalliques résonne très loin sur l'eau, suffisamment pour transmettre le signal aux quartiers voisins situés à plusieurs kilomètres. Dès qu'ils entendent ce bruit familier, tout le monde comprend qu'une personne a besoin d'aide. Cette interdépendance crée également une règle sociale très stricte. Dans la communauté du village flottant, être ostracisé par le groupe est l'une des punitions les plus redoutées. Si une personne agit régulièrement de manière égoïste ou crée des conflits avec ses voisins, elle peut être progressivement exclue des activités de soutien collectif. Dans ce cas, si sa maison rencontre un problème, personne ne viendra l'aider à réparer. Si sa pirogue tombe en panne en chemin, personne ne sera prêt à s'arrêter pour l'assister. Numéro 8. Origine de la formation des villages flottants. L'origine des villages flottants de Manaus remonte à la période de prospérité la plus éclatante de l'histoire de la ville. Au début du XXe siècle, à cette époque, Manaus était connu sous le nom de Paris au cœur des tropiques, un centre riche nourri par l'industrie du caoutchouc. Manaus fut l'une des premières villes du Brésil à disposer d'un éclairage public, témoignant d'un niveau de richesse dépassant de nombreuses autres régions du pays à cette époque. Cependant, cette période de gloire s'est rapidement terminée lorsque les Britanniques ont introduit des graines de caoutchouc en Asie, tandis que le caoutchouc synthétique commençait à apparaître sur le marché. Le Brésil a perdu son statut de monopole. L'économie de Manaus s'est effondrée, et avec elle, les espoirs de nombreuses familles se sont évaporés. Au milieu de la crise, des milliers de pauvres continuaient d'affluer vers Manaus, espérant changer leur destin. Mais ce qui les attendait était une ville où il n'y avait plus de place pour les démunis. Les prix des terrains étaient si élevés qu'il devenait presque impossible de posséder un logement. Écartés des zones développées sur la terre ferme, ils étaient contraints de tourner leur regard vers les canaux et les rivières, le seul endroit ne nécessitant pas de titre de propriété ou de taxes foncières. Alors que les autorités n'avaient pas encore de solution d'aménagement pour les classes pauvres, ces personnes ont dû trouver leur propre chemin de survie en utilisant les surfaces aquatiques pour construire des maisons. La naissance des villages flottants a également entraîné la formation d'un système économique presque distinct du reste de la ville. Lorsque Manaus a ensuite connu une reprise grâce aux zones industrielles, les habitants des villages flottants ont développé un réseau d'échange et de distribution de biens, afin de réduire les taxes et les coûts d'occupation. Cela a transformé cette région en un espace échappant à de nombreux cadres de gestion habituels, où les habitants pouvaient échanger directement les produits de la forêt amazonienne, sans passer par des magasins officiels sur la terre ferme. Poissons, fruits, produits forestiers et de nombreux autres biens étaient échangés au sein de la communauté, créant une économie qui fonctionnait selon ses propres règles. Ne pas posséder de terre leur permettait également d'échapper à l'emprise des groupes de protection immobilière qui opéraient dans de nombreux bidonvilles sur la rive. Ce passé, lié à l'effondrement économique, a contribué à forger une caractéristique psychologique très particulière des habitants des villages flottants. Une mentalité qui ne place pas sa confiance dans les biens immobiliers, à
Après avoir été témoin de la dévaluation ou de l'inutilité des maisons et des propriétés sur la terre ferme suite à de grands bouleversements économiques, de nombreuses générations d'habitants ont choisi d'investir dans des choses qu'ils pouvaient emporter avec eux. Les moteurs de bateaux, les filets de pêche ou l'or étaient souvent considérés comme des actifs plus précieux que la terre. Numéro 9. La coexistence avec la nature sauvage. Vivre dans les villages flottants au cœur de l'Amazonie signifie être entouré chaque jour par plus de 5 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale, une région qui abrite l'un des écosystèmes les plus diversifiés de la planète. Ici, la distance entre la vie humaine et la nature semble presque inexistante. Il suffit de sortir de chez soi pour se retrouver au milieu du monde des espèces. Les dauphins roses de l'Amazonie apparaissent souvent à côté des pirogues des habitants, émergeant à la surface de l'eau, nageant en parallèle ou projetant de l'eau lorsqu'ils se déplacent sur le fleuve. L'espace au-dessus des villages flottants est également toujours rempli de vie. Dans le ciel, des groupes d'aigrettes, de martins-pêcheurs et de perroquets macas se manifestent continuellement, créant un tableau coloré au milieu de la forêt tropicale. À certains moments particuliers, les habitants ont même la chance d'apercevoir l'aigle harpie, l'un des plus grands et majestueux oiseaux de proie de l'Amazonie, planant au-dessus des toits flottants. Cependant, la vie au sein de la nature ne se résume pas à de belles images. Les résidents doivent également apprendre à coexister avec des animaux qui peuvent représenter un danger à tout moment, parmi lesquels le caïman est l'exemple le plus emblématique. Pendant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse et que de nombreuses plages de boue commencent à apparaître, il devient très courant de voir des caïmans se prélasser au soleil près des zones habitées. Il n'est pas rare qu'ils apparaissent à quelques pas seulement des endroits où les enfants jouent. Plutôt que de chercher à les chasser, les habitants appliquent un principe simple qui existe depuis de nombreuses générations: ne pas s'approcher et ne pas provoquer. De plus, les résidents des villages flottants tirent parti de la nature comme d'un système d'alerte précoce fiable. Avant l'avènement des technologies modernes, ils avaient appris à observer le comportement des animaux pour prédire les changements imminents dans leur environnement. Lorsque les fourmis des bois commencent à grimper ou que de nombreuses espèces d'oiseaux changent soudainement de direction et deviennent agitées, les habitants comprennent qu'un mauvais temps pourrait approcher et vérifient rapidement leur système d'ancrage pour leur maison. Numéro 10. Rio Negro, le bouclier protégeant le village flottant. Au cœur de la forêt amazonienne, où les moustiques sont considérés comme l'une des menaces les plus dangereuses pour l'homme, les habitants des villages flottants peuvent mener leur vie sans trop dépendre des moustiquaires. La raison se trouve juste sous leurs pieds, le Rio Negro, l'une des rivières les plus particulières de la région. Cette rivière est célèbre pour sa couleur d'eau noire profonde. Cette teinte noire n'est pas un signe de pollution, mais provient d'une grande quantité de tanins et d'acide humique libérés lorsque les feuilles, les branches et la végétation de la forêt tropicale se décomposent et se mélangent à l'eau. Ce processus crée un environnement à haute acidité, oscillant généralement entre 3, 5 et 4, 5 équivalent au jus de tomate ou à la bière. Pour les humains, c'est une rivière normale pour se laver et vivre, mais pour les larves de moustiques, cet environnement est extrêmement hostile. L'acidité de l'eau rend difficile le développement des œufs de moustiques en larves, ce qui fait que la densité des moustiques dans les zones d'eau noire est considérablement plus faible que dans les zones d'eau trouble riches en sédiments. Grâce à cela, les villages flottants sur le Rio Negro sont presque entourés d'une couche de protection naturelle, réduisant ainsi considérablement le risque d'épidémies de maladies dangereuses telles que le paludisme et la dengue, qui ont longtemps hanté de nombreuses communautés vivant en milieu tropical. Le Rio Negro offre également un autre avantage peu connu. Cette eau acide agit comme un mécanisme de soutien naturel qui limite la croissance de nombreux types de bactéries et de champignons responsables de maladies cutanées. Les habitants se baignent directement dans la rivière sans rencontrer souvent de problèmes tels que les démangeaisons, les mycoses ou les infections, bien qu'ils vivent dans un environnement très humide toute l'année. De nombreux bûcherons locaux croient même que les petites éraflures sur la peau, lorsqu'elles sont en contact avec l'eau du Rio Negro, sèchent plus rapidement et présentent moins de risques d'infection. Cependant, cet avantage s'accompagne de compromis non négligeables. En effet, le haut niveau d'acidité et l'environnement pauvre en nutriments du Rio Negro limitent le développement des algues et des plantes aquatiques qui sont une source de nourriture importante pour de nombreuses espèces de petits poissons. Cela fait que l'écosystème autour des villages flottants n'est pas aussi riche en poissons que beaucoup pourraient l'imaginer. Vivre directement sur l'eau ne signifie pas qu'il suffit de jeter un filet devant sa porte pour obtenir un repas. Pour pêcher efficacement, les pêcheurs doivent souvent parcourir des dizaines de kilomètres jusqu'à des zones où les eaux sont plus riches en sédiments. Le Rio Negro contribue également à prolonger la durée de vie des maisons flottantes elles-mêmes. Dans de nombreux autres environnements fluviaux,
Le bois sous les maisons est souvent rapidement détruit par des micro-organismes et des parasites. En revanche, les propriétés acides du Rio Negro aident à ralentir le processus de décomposition naturelle du bois. Grâce à cela, les habitants réduisent une partie des coûts d'entretien et de remplacement des structures flottantes. Numéro 11. La perle n'a pas encore été commercialisée. Ce qui rend le village flottant de Manaus si spécial, c'est qu'il semble presque complètement échapper au flot du tourisme de masse. Bien qu'il ne soit pas très éloigné du centre-ville, cette communauté a su préserver son mode de vie unique sans se transformer en une attraction touristique mise en scène pour les visiteurs. Vous ne trouverez pas de structure destinée à des selfies ni d'activités organisées pour attirer les objectifs des caméras. Le fait que ce lieu soit presque absent des cartes des grandes agences de voyage a permis à cette communauté de conserver un rythme de vie authentique à travers les générations. L'absence de processus de commercialisation fait que ce que les visiteurs voient n'est pas une version retouchée pour le tourisme, mais la vie réelle qui se déroule devant eux. Pour ceux qui souhaitent explorer l'Amazonie sous un angle le plus authentique possible, c'est l'un des rares endroits qui conserve des modes de vie presque inchangés face à l'évolution du tourisme moderne. Ici, il n'existe pas de mentalité qui place les touristes au centre de toutes les activités. La vie des habitants ne dépend pas des revenus générés par les visiteurs, ce qui leur permet de conserver leur indépendance, leur dignité et parfois une certaine réserve vie des étrangers. Si vous approchez cette communauté avec l'attitude d'un client qui paie et exige des services ou des spectacles, vous risquez de recevoir un accueil froid. Pour être bien accueilli, la seule façon est de montrer du respect pour la vie et l'espace personnel des habitants. Cette authenticité se manifeste également dans les échanges quotidiens. Vous aurez du mal à trouver des prix fixes, des guichets ou des formes de transactions habituelles dans le secteur du tourisme. De nombreuses transactions se font encore par des accords directs entre les parties, et parfois même sous forme d'échange de biens. L'essence peut être échangée contre du poisson et les produits de première nécessité peuvent être troqués contre des articles artisanaux. Comme il n'y a pas de guide professionnel, ceux qui mettent les pieds dans le village flottant apprennent rapidement une règle importante. Observer plutôt qu'intervenir. Les habitants attachent une grande importance à leur vie privée. Prendre des photos directement dans la maison des autres sans salutation ni accord est souvent perçu comme un manque de respect. En revanche, si vous gardez une distance appropriée, agissez poliment et attendez patiemment l'approbation des hôtes. Les portes de cette communauté peuvent s'ouvrir de manière très naturelle. Parfois, la récompense de ce respect se traduit simplement par une invitation à s'asseoir sur le porche et à déguster un verre de jus de fruits açaï frais, mais ce sont ces moments sincères qui rendent l'expérience au village flottant de Manaus inoubliable. Numéro 12. La variation selon le rythme des marées de l'Amazonie. Le niveau de l'eau dans cette ville flottante fluctue de manière si spectaculaire qu'il en est difficile à croire, avec une différence pouvant atteindre 14 mètres entre la saison sèche et la saison des crues. Un bâtiment de 4 étages peut complètement être submergé ou émergé selon la saison. Pendant la saison des crues, les eaux du fleuve montent et envahissent la forêt, créant un écosystème féerique appelé Igapo. À ce moment-là, toute la région se transforme en une vaste mer intérieure. Fait étrange, de nombreuses zones ne peuvent être accessibles qu'en pirogue pendant la saison des crues. Mais quelques mois plus tard, elles se transforment en terre sèche que les habitants peuvent traverser facilement à pied. En revanche, pendant la saison sèche, le fleuve révèle de larges bancs de sable et des chemins boueux. Le village flottant semble alors s'échouer, se rétrécissant et se serrant dans les petits courants restants. Le mode de vie des habitants ici est adaptatif. Ils ne s'opposent pas au courant mais ajustent continuellement leurs activités. Pour supporter cette différence de 14 mètres, les maisons flottantes ne sont pas ancrées à un endroit fixe, mais utilisent un système de flottement glissant, extrêmement ingénieux. Les habitants plantent de grands élons pieux en bois profondément dans le lit du fleuve, puis enfilent des anneaux en métal de la maison sur ces pieux. Lorsque l'eau monte, la maison glisse le long des pieux comme un ascenseur naturel. Sans ce système, pendant la saison des crues, les câbles seraient tendus jusqu'à se rompre et la maison serait emportée par le courant, tandis qu'en saison sèche, si l'ancrage n'est pas desserré à temps, la maison pourrait se retrouver suspendue dans les airs et se briser lorsque l'eau se retire. Une information utile à savoir, la saison sèche de 2026 connaît des changements extrêmes sans précédent en raison du changement climatique mondial. Lorsque l'eau se retire trop, elle ne révèle pas seulement du sable, mais crée également d'énormes cimetières de déchets coincés au fond du fleuve depuis des décennies. Cela entraîne une grave pollution de l'eau et une odeur nauséabonde qui émane du sol même des habitations. Pour survivre, les habitants du village flottant doivent créer un système de pont de singes mobiles,
en utilisant de longues planches de bois pour relier leur maison à l'eau principale afin de puiser de l'eau potable, de déplacer leurs pirogues. De plus, ce rythme de fluctuation crée un calendrier migratoire pour les espèces vivantes que les habitants doivent mémoriser. Pendant la montée des eaux, les serpents et les crocodiles ont tendance à chercher refuge sur les planchers en bois chaud, obligeant les habitants à renforcer les barrières autour de leur maison avec une grande précaution. Mais en contrepartie, c'est aussi le moment où les poissons migrent dans les mangroves pour frayer, créant une saison de récolte de fruits de mer abondante juste devant leurs fenêtres. Numéro 13. La transformation de l'espace et du son. Dans ce village flottant, les routes terrestres sont presque inexistantes. Pour y mettre les pieds, vous n'avez que deux choix familiers des habitants, de petites barques en bois ou des canoës à moteur rapide appelés voadera, qui signifie objet volant dans la langue locale. Ce qui est particulier, c'est que la transition de la ville au monde aquatique se fait presque instantanément. Il suffit que la barque s'engage dans les canaux étroits menant au quartier résidentiel, et le bruit des voitures, la poussière et le tumulte de Manaus semblent être complètement laissés derrière. À la place des sons de la rue, on entend le léger clapotis des vagues contre la coque du bateau, le vent qui s'engouffre à travers les feuillages des grands arbres et le bruit régulier du moteur, rabetta résonnant à la surface de l'eau. Pendant la journée, l'espace est également rempli des cris des martins pêcheurs, des appels des perroquets macao et d'innombrables sons émanant de l'écosystème de la forêt tropicale environnante. Tous ces bruits se mêlent pour former une couche sonore complexe et vivante, si riche qu'aucun appareil d'enregistrement ne pourrait restituer pleinement la sensation que l'on éprouve réellement en étant ici. Pour les habitants du village flottant, le son n'est pas simplement une partie de leur environnement, mais aussi un outil qui les aide à percevoir le monde qui les entoure. Étant donné que la visibilité est souvent limitée par les maisons serrées et les zones de forêt inondées, les habitants ont développé une capacité incroyable à identifier les sons. Ils peuvent distinguer le bruit du moteur d'un ami de celui d'un inconnu à une grande distance et même reconnaître des sons inhabituels à la surface de l'eau, signalant la présence d'animaux de grande taille près de leur quartier. La différence dans l'environnement sonore a également un impact psychologique intéressant sur de nombreux résidents de longue date. Beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils se rendent au centre de Manaus pour travailler, où ils séjournent longtemps, se sentent souvent fatigués par le bruit des voitures et le rythme de la vie urbaine. Les sons familiers de la ville, qui sont normaux pour la plupart des gens, deviennent une source de stress pour eux. En revanche, le bruit du moteur des canoës sur la rivière, ou le son de l'eau qui coule sous leur maison, leur procure une sensation de familiarité et de confort, semblable à une sorte de fond sonore qui les aide à se détendre et à mieux dormir. Les maisons flottantes elles-mêmes contribuent également à cette expérience sonore très particulière. Construites en bois et flottant directement à la surface de l'eau, elles agissent comme des amplificateurs naturels du fleuve. Les sons se propagent dans l'eau souvent plus loin que dans l'air. C'est pourquoi les habitants peuvent parfois percevoir le bruit d'un gros poisson qui se débat en dessous, ou entendre le bruit des pagaies qui éclaboussent l'eau provenant de maisons situées loin de leur propre. Et quartier. Numéro 14. Les saveurs de la région de Manaus. Si vous pensez avoir goûté à tous les plats exotiques du monde, la cuisine de Manaus pourrait bien changer votre avis. Ici, le menu n'est pas déterminé par des restaurants ou des chefs célèbres, mais par le fleuve Negro et l'immense écosystème de l'Amazonie. Chaque plat reflète la manière dont les habitants s'adaptent à la nature, utilisant des ingrédients sauvages et uniques qui surprennent même de nombreux chefs professionnels. Au cœur de la gastronomie locale se trouve le poisson pirarucu, l'une des plus grandes espèces de poissons d'eau douce au monde. Un poisson adulte peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 200 kg. Sa chair épaisse et ferme, presque sans arête, a une texture rappelant celle du bœuf, tout en conservant la douceur caractéristique du poisson d'eau douce. Depuis de nombreuses générations, les habitants des villages flottants ont développé une méthode de conservation particulière, souvent comparée à celle de la morue de l'Amazonie. Ils salent puis sèchent le poisson au soleil tropical pour pouvoir l'utiliser pendant plusieurs mois. Parmi les plats qui impressionnent le plus les visiteurs, le tacacá est toujours le premier mentionné. Cette soupe est préparée à partir du jus de manioc qui a été longuement cuit pour éliminer les toxines naturelles, puis mélangé avec des crevettes séchées et des feuilles de jambou caractéristiques de la région amazonienne. Ce qui rend le tacacá unique, c'est précisément ce type de feuilles. Lors de la dégustation, les composés naturels présents dans le jambu provoquent une légère sensation d'engourdissement et de picotement dans toute la bouche, comme un petit courant électrique parcourant la langue. Ce n'est pas une sensation désagréable, mais une expérience gustative très particulière qui reste gravée dans la mémoire de ceux qui l'essaient pour la première fois.
Un autre ingrédient étroitement lié à la vie des habitants des rivières est l'açaï brut. L'image familière de ce fruit en Amazonie est très différente des smoothies sucrés populaires dans de nombreuses grandes villes. L'açaï à Manaus est d'un violet profond, avec une texture épaisse et presque sans sucre ajouté. Pour les habitants des villages flottants, ce n'est pas un dessert, mais une source d'énergie essentielle pour la journée. Ils consomment souvent l'açaï avec du poisson frit ou de la farine de manioc salée au déjeuner. Sa haute teneur en calories et sa richesse en antioxydants aident les pêcheurs à maintenir leur force pendant de longues heures de travail sous la chaleur. Le petit déjeuner à Manaus a également son propre symbole, le X Caboquinho. Ce sandwich est présent partout, des stands de rue au marché animé, et est apprécié par toutes les couches de la société. À l'intérieur de ce pain croustillant se trouve un mélange de fromage grillé, de bananes frites et de tranches de fruits de tucuma d'un orange éclatant. Le tucuma a une saveur crémeuse semblable à celle de l'avocat, mais avec un parfum de noix sauvages. Ce fruit est également riche en vitamine A, devenant une source de nutrition familière pour les habitants locaux. Numéro 15. Les festivals de la région de Manaus. Les festivals à Manaus sont des moments où toute la région amazonienne semble battre à l'unisson. C'est l'une des rares occasions dans l'année où la distance entre les habitants de la ville et les communautés vivant le long des rivières semble s'estomper, laissant place à la musique, aux croyances et aux valeurs culturelles transmises à travers les générations. Le plus emblématique est le Boa Bumba, un festival considéré comme une coupe du monde culturelle de l'Amazonie. Pendant les jours de l'événement, toute la communauté se divise presque en deux grands camps, Garantido, avec sa couleur rouge emblématique, et Caprichoso, représentant le bleu. Tous se réunissent pour revivre la légende du taureau sacré à travers des spectacles grandioses et colorés. L'enthousiasme pour ce festival est tel que de nombreuses familles des villages flottants sont prêtes à économiser pendant des semaines, voire des mois, juste pour préparer les costumes en plumes les plus éclatants. À Manaus, il existe une règle non écrite que tout le monde comprend. La couleur que vous portez pendant le festival a une grande signification. Il suffit d'apparaître dans la zone de l'équipe adverse avec une couleur inappropriée pour devenir immédiatement le centre des regards scrutateurs. Pendant ces jours, les gens se reconnaissent davantage par la couleur de leurs vêtements que par leur statut ou leur richesse. Un tableau complètement différent se dessine lors du festival Amazonas de Opéra, un festival d'opéra célèbre lié à l'âge d'or de l'industrie du caoutchouc au Brésil. L'événement se déroule dans le somptueux théâtre Amazonas, construit avec des matériaux directement importés d'Europe. C'est ici que se crée un contraste rare. À l'intérieur, des spectateurs élégamment vêtus apprécient des œuvres classiques européennes, tandis qu'à l'extérieur, la vie quotidienne des travailleurs qui luttent pour vivre sous le climat chaud et humide de l'Amazonie se déroule. La musique savante résonnant au milieu de la vaste forêt tropicale crée une atmosphère unique que peu d'endroits dans le monde peuvent reproduire. Le festival le plus proche des habitants des rivières est la Festa de São Pedro, une célébration dédiée au saint patron des pêcheurs. Chaque année, le 29 juin, la surface du fleuve Negro devient la scène principale de l'événement. Des centaines de canoës et de bateaux de toute taille, décorés avec éclat, défilent sur l'eau, formant un cortège coloré qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Pour les habitants des villages flottants, ce n'est pas une activité organisée pour attirer les touristes, mais une occasion d'exprimer leur gratitude et de formuler des prières pour des pêches en toute sécurité dans cette région aquatique en constante évolution. Clôturant ce tableau festif, le carnaval de Manaus et le Manaus Passo a Passo sont deux événements qui reflètent clairement l'identité locale. Si le carnaval est synonyme de spectacle dynamique empreint de samba et de messages sur la protection de la forêt amazonienne, le Passo a Passo est une fête dédiée à la culture culinaire des rivières. Des poissons géants comme le pirarucu apparaissent dans une multitude de plats typiques et deviennent le point central des activités communautaires. D'ici 2026, ces festivals ne seront plus simplement des lieux de divertissement, mais deviendront également des forums, où les habitants des villages flottants pourront exprimer les défis auxquels ils font face, notamment l'impact de plus en plus évident du changement climatique sur leur vie le long de l'Amazonie. Ainsi, nous avons terminé notre exploration des 15 faits incroyables sur Manaus. J'espère que ce que nous avons partagé vous a permis d'avoir une perspective nouvelle et plus profonde sur ce pays merveilleux. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures.